De la question, qu'est-ce que ça va changer? Comment ça se passe ailleurs? Pourquoi ça? En quoi ça nous touche? Agnès Rougier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, autour de la question « À quoi sert la médiation scientifique ?» avec Matteo Merzagora, enseignant notamment à l'École nationale supérieure, l'École normale supérieure, membre du groupe TRAS, mais aussi directeur de la programmation de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, à l'École supérieure de physique-chimie de Paris. Bonjour Matteo Merzagora. Bonjour, tout correct, sauf l'enseignant à l'École normale supérieure qui n'est pas... Ah, pourtant je vous y ai croisé. Ouais. Bon. Ah oui, je suis souvent, mais... Intervenant alors. Intervenant. D'accord. Et Anissa Benchela, alias Mademoiselle Renoncule, assistante émérite du grand professeur Spatule et accessoirement donc clown de science et membre de l'association Les Atomes Crochus. Bonjour Anissa Benchela. Bonjour Agnès. D'un côté, il y a des chercheurs, des scientifiques de tout poil qu'on imagine volontiers échevelés, solitaires dans leur laboratoire. Des scientifiques qui cherchent, qui trouvent parfois et qui publient alors des articles incompréhensibles dans des revues scientifiques. De l'autre, il y a des gens de pouvoir au sens large qui prennent des décisions et les justifient souvent par les progrès de la science ou de la technologie. Et puis au milieu, il y a la société, il y a nous qui essayons de nous faire des opinions et d'évaluer la pertinence des découvertes qui vont changer notre avenir. Alors qu'on parle d'organismes génétiquement modifiés ou d'énergie nucléaire, la médiation scientifique peut nous aider à y voir plus clair. Mais là, on ne sait jamais si vous avez, vous, vos enfants, quelques ballons gonflables et des cure-dents en bois, vous pouvez les garder sous la main, parce que je crois que Mademoiselle Renoncule envisage de nous faire un petit peu d'acupuncture sur ballon, quelque part dans la seconde partie de l'émission. Puisse la science nous donner le courage d'accomplir notre mission. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des sciences? Alors je vais commencer par la vulgarisation scientifique. Nous vivons dans une ville d'incultes, d'ignards et de primitifs. Ce sont ceux qui savent qui parlent à ceux qui ne savent pas. Je suis intelligent, beaucoup plus que vous. Vulgarisation ou communication, on peut peut-être commencer par là. Les deux, comme ça tout le monde serait content. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de termes qui sont employés et on pourrait se bagarrer longtemps pour savoir lequel il faut utiliser. La science soit louée, ça peut arrêter la guerre. Alors en quoi ça consiste? Le médiateur scientifique facilite les contacts de la science avec la société, réduit les incompréhensions. Je le savais, si vous voulez. C'est parler de science à des gens qui aimeraient bien comprendre et qui n'écoutent surtout pas ceux qui leur disent qu'ils n'y arriveront jamais. Ouais, j'en reviens pas que quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler discute avec un type comme moi. Physique quantique, un bilan mitigé. Attends, tu as déjà entendu parler de l'équation de Drake? Celle qui estime les chances d'entrer en contact avec les extraterrestres en calculant le produit d'une série de plus en plus restrictive de valeurs fractionnaires, telles que le système solaire et les planètes qui seraient propices à la vie. N égale R fois FP fois NE fois FL fois FC fois L. Je me l'étais jamais formulé comme ça. On est bien avancé. Pardon mille fois de revenir sur des notions un petit peu élémentaires. Dans tous les cas, la science permet de tisser des liens entre deux mondes qui sont a priori incompatibles mais qui sont pourtant intimement reliés, qui sont le monde de la science et le monde de la société normale. Vous devrez faire ce que se dit, mon QI est de 190. Alors, qu'est-ce que la médiation scientifique? On a déjà une petite idée à l'écoute de ces mixages. Moi, j'ai trouvé une définition qui dit que c'est un ensemble des actions permettant au public d'accéder à la connaissance scientifique. Vous êtes d'accord avec ça? Matteo Merzagora, comment vous définiriez ce que vous faites? Dans cette définition, c'est le mot accès qui est un peu ambigu parce que ça implique qu'il y a une porte quelque part et il faut la passer pour pouvoir accéder quelque part, et si on est dehors, on n'est pas dedans, et si on est dedans, on n'est pas dehors. Alors là, il y a une image du mur, et que la médiation scientifique serait une tentative de surmonter ces murs qui sépareraient la science de la société. Je pense que non, que c'est pas vraiment ça. La science et la société sont des choses qui vivent ensemble tout le temps, et la médiation scientifique, comme on a entendu dans un des extraits, c'est le moment où ces deux mondes arrivent à se parler et à s'écouter réciproquement, mais c'est pas le passage d'un mur qui séparerait deux mondes, l'idée de la tour d'ivoire, l'idée de deux cultures. Peut-être il y a eu un moment où ces concepts étaient vrais, aujourd'hui je pense pas. Alors, quand on parle de vulgarisation, ou il y a aussi les journalistes scientifiques, ou là encore la communication scientifique, ce sont des angles différents.
Oui, différent, mais avec beaucoup de continuité. C'est toutes les actions qui permettent, disons, ce on appelle la mise en culture de la science. Le fait que les produits les savoirs qui est produit par les scientifiques, en étudiant, en faisant des expériences, en réfléchissant, en testant des théories, prend un sens quand il est communiqué, quand il est partagé dans des contextes qui sont différents de celui de la recherche. Donc ça peut être les médias, dans le cas de la communication de journalisme scientifique par exemple, ça peut être les musées des sciences, ça peut être des rencontres entre les chercheurs et le public, ou des rencontres directes, ou des rencontres médiées par quelqu'un qui se fait interprète, qui participe à ces dialogues. Donc c'est beaucoup de déclinaisons différentes, mais d'un concept qui reste les mêmes. C'est celui que c'était Jean-Marc Lévy-Leblanc qui l'a mis dans ces termes. Je trouve que c'est encore le plus actuel, c'est une mise en culture. Mise en culture. Mais alors comment est née justement un peu la médiation scientifique elle-même? Elle répond justement à la société, c'est ce que vous disiez pour commencer, Matteo Merzagora. Oui, ça répond. Une chose est claire, la science existe grâce à sa communication. La science est un savoir qui intrinsèquement doit être partagé. Un savoir non partagé n'est pas un savoir scientifique. On dit que la science naît avec la publication de Galilée en italien, justement parce que c'est le moment où le plus grand nombre a accès librement à la critique. Et c'est ça qui fait d'un savoir un savoir scientifique. Donc, l'effet de les partager, c'est essentiel. Alors, avec qui et avec quels objectifs? Là, la question devient un peu plus compliquée. Est-ce qu'on peut partager les savoirs scientifiques avec n'importe qui? Peut-être aussi avec des gens qui sont complètement ignorants des sciences, qui ne savent même pas distinguer l'équation de Newton de l'équation de Schrödinger. Oui. L'idée c'est, oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et donc, il faut trouver des moyens, il faut trouver des artifices, si on veut, il faut trouver des stratégies pour que tout le monde puisse avoir une possibilité de partager ses savoirs, d'y participer même. Peut-être entre cette notion de partager et participer qui va un peu plus loin, peut-être on va en parler un peu. Oui, bien sûr. Oui. Alors le public est demandeur, puisque là je lisais aujourd'hui qu'une enquête qui est parue disait qu'en décembre 2012, 93% des Français étaient curieux de la science. C'est-à-dire que pour vous, c'est un terrain tout à fait favorable. Anissa Benchela. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas scientifique du tout, puisque moi, je suis clown de science et donc comédienne avant tout. Mais moi-même, en tant que citoyenne lambda et pas particulièrement brillante en études de sciences, j'ai toujours été curieuse de comment ça fonctionnait. Et donc, très heureuse d'écouter des émissions ou de lire des livres ou d'aller dans des musées où les gens rendent le savoir accessible. En tous les cas... Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. Il y a généralement un peu un mythe qu'il y a une sorte de méfiance du public vis-à-vis de la science, une peur, un désintérêt même pour la science. Je crois qu'il n'y a jamais eu aucun donné scientifique, disons aucun donné basé sur une étude réelle qui montre que c'est vrai. Le public a toujours été très très intéressé, très curieux et même très disponible, par exemple, à financer, à soutenir la recherche scientifique. Mais on a un peu l'impression qu'en fait le public s'intéresse à la science quand il y a des problèmes, quand il y a un danger souvent, non ? Oui, comme pour toutes nos actions, on s'intéresse aux choses qui nous touchent. Qui nous touche d'une façon ou de l'autre. Et donc, oui, c'est évident que quand il y a un grand catastrophe qui s'approche, on est plus intéressé. Mais c'est pas que sur ça. On voit même dans les enquêtes qui montrent les choses les plus intéressantes, par exemple dans les expositions, on voit que évidemment le corps humain, notre corps, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup, mais aussi les origines de l'univers. Alors il y a des choses très proches de nous, comme les maladies, bien évidemment, on est très intéressé, bien sûr, oui. Mais aussi les grandes théories sur l'origine de l'univers qui ne nous touchent pas vraiment directement, mais ça touche à quelque chose de fondamental. Oui, une question qu'on se pose continuellement en fait, et tous les publics en fait, des petits aux grands. Tout le monde s'interroge de façon continue sur des sujets comme ça. Bien sûr, on change le langage avec lequel on s'interroge, mais la question de base reste la même.
Alors avant qu'on aille un peu plus avant dans la médiation scientifique et puis la façon dont ça marche, ce que vous faites, on va écouter justement une chanson d'Adriano Celentano. C'est un hommage à vous, Matteo Merzagora qui est italien. C'est I Want to Know. Alors je ne sais pas ce que voudrait savoir Adriano Celentano. Je ne suis pas sûre que sa question soit typiquement scientifique, mais bon, on le saura peut-être après. Radio France Internationale. I want to know. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe, nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know, perché la gente non dice niente. Ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I fight forever, fuck the fever, the fire. Whatever they have to live that if whatever the beaver, the party pop, never don't fire. Top for them, the forever. Top of them, top for them, top for them, top of them, pop for them, tip, put up, for Autour de la question, à quoi sert la médiation scientifique? Alors je vous propose d'écouter Richard Emmanuel Estes, que j'ai rencontré il y a une dizaine de jours. Richard Emmanuel Estes est agrégé de chimie, il est aussi président du groupe TRACE, un groupe de réflexion sur l'éducation scientifique, mais également le fondateur de l'association Les Atomes Crochus, à laquelle vous appartenez, Anissa, je crois. Alors on écoute Richard Emmanuel Estes. Je crois que l'idée de médiation a vraiment commencé à émerger à partir du moment où on s'est rendu compte que communiquer la science pour le public, c'était pas seulement lui en transmettre des connaissances, c'était pas seulement compléter ses ignorances, c'était aussi tenir compte des valeurs, des préoccupations des gens sur les sujets qui parfois posent des questions sensibles. C'est-à-dire que la base de la médiation scientifique repose sur la science ou sur la société ? Pour moi, elle repose vraiment sur les deux. Autant la vulgarisation, ça consiste à transmettre un savoir, et ça peut être très utile, évidemment, et il y a des gens qui le font extrêmement bien. Autant pour moi, dans l'idée de médiation scientifique, il y a l'idée qu'on s'adresse aux gens en tenant compte de leurs valeurs, de leurs croyances, en les écoutant, et en considérant qu'ils ont un savoir profane, peut-être, mais qui est parfois très pertinent. Matteo Merzagora, tenir compte des valeurs des gens, ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On peut dire qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Ça veut dire avant tout tenir compte du fait que on n'est jamais des vaisseaux vides, on dit, de bocal vide, de choses à remplir d'un savoir, mais que tout le savoir rentre dans un contexte de l'usage qu'on va faire de ce savoir, de besoin qu'on a de ces savoirs. Donc, espérer de pouvoir transmettre les savoirs dans un contexte social, comme on le fait à l'école, où on définit avant quel est l'intérêt pour les savoirs qu'on est en train de transmettre, ça marche pas. On a vu très bien que ça un genre des réactions, des rejets et les choses qu'on veut pas voir dans cette mise en culture de la science dont on parlait avant. Donc, par contre, voir bien quels sont les besoins des gens, pourquoi ils nous écoutent, pourquoi ils sont intéressés par le développement de nouveaux matériaux. Est-ce que c'est l'économie qui les intéresse? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est le rêve d'un futur meilleur? Est-ce que c'est, par contre, la solution des problèmes concrets aujourd'hui? Si on est capable de tenir compte de ces besoins, on
peut effectivement construire un dialogue autour des questions scientifiques. Par exemple, une des choses que nous, on essaye de faire, c'est de présenter la science comme élément de départ pour la construction des narrations. On accueille dans l'espace Pierre Schildegen des jeunes, des lycéens. On les fait rencontrer des scientifiques, ils visitent les laboratoires, mais après, ce qu'ils doivent faire, c'est un film de fiction. Qu'ils doivent tourner en une demi-journée. Et donc, ils doivent confronter ce que la science offre comme nouvelles connaissances, comme aussi émerveillement sur le monde, mais les confronter avec ce que sont leurs désirs vis-à-vis du monde de demain. Donc la science est quelque chose qui a c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un des outils qu'on a pour dessiner le monde de demain. Donc penser quel type de monde on veut demain, et comment la science peut nous aider à aller plutôt dans ce sens-là que dans le sens opposé, c'est quelque chose qui implique que on doit avant tout s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut, et après qu'est-ce que ce savoir peut nous offrir comme pour aller dans ce sens-là. Oui, mais alors face à des croyances, par exemple, ça, là, c'est irrationnel, une croyance. Donc, vous avez prise sur ce genre de réaction de la part des publics auxquels vous adressez ? Oui, bien sûr. Il y a des croyances qui sont effectivement des moments de perte des rationalités. Mais il y a aussi des croyances qui concernent tout simplement les valeurs qu'on a. C'est vrai que les mots croyance peut induire à des signifiés différents. Les croyances, ça peut dire vraiment je crois à des choses qui n'ont aucun réalité rationnelle. Alors là, effectivement, ça pose des problèmes. Mais c'est aussi le fait que moi, j'ai certaines valeurs, disons, qui me portent à donner de l'importance à des choses qui ne sont pas strictement rationnelles. Et ça, c'est une question un peu différente. Faut aussi lutter contre les idées reçues, j'imagine. Oui, il faut lutter évidemment contre tous les systèmes qui... oui, contre les idées reçues. Anissa Menchela, donc vous êtes clown de science. Vous vous adressez à un public divers suivant, j'imagine, le contexte dans lequel vous évoluez comme clown. Absolument. Oui. Donc des enfants, des adultes, et puis aussi les deux, des familles. Oui, plutôt des enfants dès le plus jeune âge, les adolescents aussi beaucoup, et puis un public familial, donc là vraiment multigénérationnel. Là, ça avec les grands-parents, les parents, les enfants. Mais ça vous oblige un peu à faire le grand écart Pas tellement en fait, parce que le personnage du clown, il a suffisamment de candeur pour intéresser, pour faire rire, je pense, un grand nombre de personnes, selon les cas, c'est pas un critère d'âge. Par contre, adapter certains aspects du jeu par rapport au public qu'on a, oui. Alors quel est le rôle, pourquoi un clown de science? Qu'est-ce que ça apporte à la médiation scientifique? Qu'est-ce que vous apportez au public de spécifique? Je pense que le clown de science, c'est d'abord un clown. Et donc il a cette place un petit peu particulière de personnages idiots, ignorants, maladroits. Donc en fait un peu la pire image que les gens ont d'eux-mêmes. Et donc dans son rapport à la science, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il est curieux, mais il ne sait pas grand-chose. Il désire apprendre. Il n'est pas complexé par ses lacunes. Et donc le personnage de Mademoiselle Renoncule, vous dites assistante émérite, elle n'est juste qu'une assistante stagiaire en CDD, je tiens à préciser. Et comme elle veut garder cette précieuse place, parce qu'elle a 41 ans et elle sait que c'est une précieuse place, elle demande aux gens de l'aider. Donc sur les déambulations qui se font dans des contextes assez variés, mais ça peut être dans un festival de sciences comme dans une fête de la ville, eh bien, elle va demander au public de l'aider à résoudre des problèmes qu'elle a, parce qu'elle a peur de perdre son travail. Et que le professeur Spatule lui a demandé soit d'expliquer le fonctionnement de telle ou telle expérience, soit de répondre à telle ou telle question. Donc elle demande au public de l'aider. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie d'Autour de la question, juste après le flash. Vous êtes sur Radio France Internationale. Et tout de suite, un flash d'infos. Nous contacter autour de la question @rfi.fr.